Chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun sait ce qu'il a à faire. Quand au détour d'une rue, Mère Nature vous appelle à vos besoins essentiels, ça vous prend au dépourvu. Ne faites point outrage à tous les bons usages. Oui, je sais ce qu'il faut faire, et chacun sait ce qu'il a à faire. D'où vient alors ma chanson? De quel quartier, de quel faubourg? Tendez l'oreille, faites attention, je suis au prochain détour. Ne faites point outrage à tous les bons usages. Oui, je sais ce qu'il faut faire, et chacun sait ce qu'il a à faire. Vous cherchez, vous, un cabinet, je serai de quelque utilité, et saurai me faire tout discret. Venez tous vous soulager, ne faites point outrage à tous les bons usages. Oui, je sais ce qu'il faut faire, et chacun sait ce qu'il a à faire. Salut bien à toute la compagnie. Je me présente de tout mon nom. François-Xavier Timoléon Coquino, dit Tranchebois. Je vous demande pas de me le répéter. Et puis je vous présente celui qui m'accompagne si bien, le sieur Thomas Bégin. On l'applaudit. Alors, à soir, je vous convie à une soirée de contes puis de chansons. On va vous raconter des affaires. Des affaires qui ont plus court, des fois. Hein? Vous allez perdu, mais on va tout vous expliquer au fur et à mesure. Bon. Alors, on va commencer par l'époque de la Nouvelle-France. Je suis correctement vêtu pour la chose, et puis on va commencer de là, par rapport qu'on nous attend. Alors, la première histoire que j'ai à vous raconter, c'était une histoire d'amour blessé, puis de vengeance, comme bien d'autres. Non seulement dans ce cas-ci, c'est le moyen de la vengeance qui est particulier. Mon histoire commence en l'an de grâce 1656, avec l'arrivée à Ville-Marie d'une jeune pucelle de 13 ans, Marie Pontonnier. Elle débarque à Ville-Marie et puis elle est aussitôt accueillie par Mademoiselle Jeanne Mance, la fondatrice de l'Hôtel-Dieu, de laquelle elle va devenir l'assistante. Ça n'a pas pris de temps qu'une belle créature comme la petite Marie est rapidement courtisée. Il faut se rappeler qu'en Nouvelle-France, à l'époque, il y a bien des hommes pour pas grand-femmes. Elle va être courtisée allègrement par René Bénard dit Bourgeois. 30 ans, mais encore assez bien faite de sa personne pour un vieillard. Et puis là, je sais, oui, parce qu'à l'époque, 30 ans, c'est vieux. Oui, rendu à 30 ans, t'es un vieux torchon, on va dire. Alors, elle est rapidement courtisée par René Bénard des Bourgeois. Puis lui, il est capitaine de milice à Montréal. Bon. Alors, puis là, je ne sais pas pour quelle raison, parce que le cœur a les siennes propres, la petite Marie va subitement changer de cap pour accorder ses faveurs à un autre. Le petit Pierre Gadois, 19 ans, armurier de son métier. Je connais bien qu'un jeune et beau Jouvenceau puisse être préféré à un vieux soldat de 30 ans, aussi bien tourné soit-il. N'empêche que c'est pas un affront à faire à un militaire, ça. Eux autres qui ont la fierté aussi grosse qu'un canon de vaisseau de première ligne, tu comprends bien? N'empêche que la petite Marie, belle comme un cœur, puis le petit Pierre Gadois, 19 ans, un Jouvenceau, pour ainsi dire, ils sont beaux tous les deux à voir, et puis ils décident d'unir leur destinée devant Dieu puis les hommes. Qu'à cela ne tienne. Alors là, elle les accordaille,
et présente tout le petit Ville-Marie, tu comprends bien? L'épouse du sieur d'Ailleboust, le lieutenant général du pays, comme de raison, mademoiselle Jeanne Mans, monsieur Pierre Lemoyne, et puis monsieur de Maisonneuve lui-même aussi, qui est gouverneur de Montréal, bien entendu. Tout le monde y assiste, sauf René Bénard des Bourgelis, qui, très mécontent d'avoir été conduit, attend le lendemain matin de la Cordaille. La Cordaille, ça c'est l'équivalent de vos fiançailles aujourd'hui. Bon. Alors René Bénard du Bourgelis, blessé dans son estime, vous comprenez, lui attend le lendemain matin. Puis lui, il se présente chez la petite Marie, puis là, il y a menace. Ah, la belle Marie! Ah, vous avez voulu me dédaigner. Là, je joue Pierre Bénard du Bourgelis, hein, vous avez tout compris. Ah, la belle Marie, vous avez voulu me dédaigner. Ah, ben, qu'est-ce qu'elle me tienne? Vous allez voir comment un sorcier se venge de la façon dont on le traite. M'en va vous nouer l'aiguillette à vos épousailles prochains avec le petit gadeau. Ça y est, le fin mot était lancé, la menace était prononcée, le sortilège de l'aiguillette. Ça, mesdames et messieurs, c'est une méchanceté damnable. C'est un acte diabolique. Trop souvent commis. Comprenez? Ça arrive, souvent. Parce que de tous les stratagèmes de la magie, il n'y en a point d'autre aussi pernicieux, aussi vicieux que le sortilège de l'aiguillette. À savoir, l'empêchement qu'on va faire à ceux qui veulent se marier en nouant une aiguillette. Bon, vous allez me demander, qu'est-ce que c'est ça qu'une aiguillette? Une aiguillette, c'est tout simplement un petit bout de ruban dans lequel on fait des nœuds. Autrefois, ça servait à rattacher le pourpoint aux autres choses. Tu comprends bien? Des petits rubans. L'aiguillette est vite tombée en désuétude au 18e siècle et maintenant vous utilisez plutôt la ceinture au bedon des bretelles. Mais j'en vois pas ici. Bon, ben, tout ça pour dire qu'une aiguillette, c'est un bout de ruban ou un cordon. Bref. Mais là, je reviens au sapré de serpent de Bénard, dit Bourgelis, qui, dans la même conversation, passe de la menace au chantage. C'est un vilimeux. Après y avoir dit qu'il allait nouer l'aiguillette à son épousaille prochaine avec le petit Pierre Gabois, là, il continue en disant « Oh, mais si vous consentez à me donner vos faveurs ici à cette heure, peut-être que je vous laisserai avoir jouissance de votre mari un peu plus tard. » Oh, ben là, voilà la pauvre petite Marie, hein, tout est bobi, tout énervé de ça, puis qui va voir son petit Pierre, son futur, puis le curé, comme des raisons. Le curé, lui, avec toute l'éducation qu'il a dit. Mais voyons ma petite Marie, voir si faire des nœuds dans une corde peut... Mais non, ce sont là des histoires de grand-mère pour faire fléchir les jeunes filles devant la tentation. Et voilà, le curé a parlé. Ça ne veut rien dire, donc les épousailles vont avoir lieu, comme prévu, à date. Le jour arrivé, tout le monde est présent dans la cathédrale de Montréal, dans l'église, ouais, comme de raison. Tout le monde, y compris Bénard du Bourgelis, qui est assis là, au fond de l'église, prêt à nouer son aiguillette. Regardez-les bien, regardez-les bien. Au moment où les épousés échangent leurs vœux nuptiaux à l'avant, lui, il fait 3 nœuds dans sa petite cordelette en disant la formule magique Ribal, Nobal, Vanarbi. Une fois. Ribal, Nobal, Vanarbi, Ribal, Nobal, Vanarbi. Et voilà! Le sort est jeté! Allez, en Jacques Terrestre! Et quoi? Vous avez rien vu? Ah ben justement, rapport qui n'a rien à voir. Parce qu'avec le sortilège de l'aiguillette, comment dire, pour ne pas offenser les plus des oreilles des tendres créatures qui sont ici, le sortilège de l'aiguillette, comment dirais-je,
fait en sorte que, quand il est prononcé, le vie de monsieur reste mou. Aucune volonté virile ne viendra le faire se dresser devant les charmes féminins. Autrement dit, le petit père Gadois va devenir impuissant et il ne pourra pas consommer son union. C'est ça le sortilège de l'aiguillette. C'est vlimeux. Puis il n'y a rien à faire pour se défaire de ça. Là, le petit Pierre Gadois, tout énervé, il va demander conseil à droite et à gauche, puis il a tout essayé. Il a commencé par frotter sa porte de logis avec de la graisse de loup. Au final, c'est bien que dégueulasse. Ensuite, il a essayé de percer un tonneau de vin, puis faire couler le vin qui coule dans son anneau nuptial. Gaspillage de vin, ça n'a rien donné. Et puis finalement, il est allé uriner dans le trou de la serrure de l'église parce que son mariage a été béni. La belle affaire. Bonjour, monsieur le curé. Oui, m'en viens conjurer le sort. T'as pas l'air fin, puis c'est tout. Ça donne rien. Il n'y a rien pour se défaire d'un sort de même. Puis de son côté, la petite Marie, elle se débat comme une diablesse dans l'eau bénite pour que Bénard enlève le sort, étant prête elle-même à se sacrifier. Oh, monsieur Bénard, enlevez-moi le sort, puis je vais vous donner jouissance de moi ici à cette heure. Lui, il fait semblant de rien. Il dit, quoi? Me prenez-vous pour un sorcier en hypocrite? Il joue le jeu, tu comprends? Non, 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 je vous ai pas mal. C'était juste pour vous faire peur. Ben oui, la belle affaire. Mais quand tu te vantes d'une affaire de même, dans une petite communauté comme Ville-Marie à l'époque, ça fait pas long que ça fait le tour, puis c'est sur les lèvres de toi les ouailles de la paroisse, ça vient aux oreilles du curé, puis tout le monde le sait, puis Bénard dit Bourgeois est poursuivi en justice. Et puis là, il comparaît devant la justice de Sa Majesté, qui est administrée par le gouverneur de Montréal, M. de Maisonneuve lui-même. Et puis, aux questions de plus en plus pressantes du magistrat, Paul Chemédé de Maisonneuve, Bénard dit Bourgeois tricote puis fanfaronne des réponses du genre « Oh, on m'a vu nouer l'aiguillette à vos épousailles, madame. Ben, c'est que je nouais mon autre chose à mon pourpoint. » Ben oui, voir s'il va aller dire que c'est un vrai sorcier pour risquer le bûcher ou la pendaison. À cette époque-là, ça niaise pas longtemps. Finalement, le mariage de Pierre et Marie va être annulé. Parce que la pauvre bougresse ne s'engrosse point. Pierre Gadois n'est pas capable de faire lever le gâteau. Le père reste au grenier, puis la famille est sur deux. Ça avance pas plus. Donc, les autorités religieuses de Québec vont finir par annuler le mariage pour cause de maléfices, pour cause d'impuissance due à des maléfices. Ils disent pas lequel. Suite à ça, M. de Maisonneuve va pouvoir rendre son verdict judiciaire, qui stipule que René Bénard dit Bourgeois doit payer à la dite Marie Pontonnier 400 livres en castor en blé et en argent et être lui-même banni de Ville-Marie. Il va aller s'établir aux Trois-Rivières. Puis à partir de ce moment-là, il va fermer sa gueule, puis il ne va plus être associé à aucun acte occulte que ce soit. Le petit Pierre Gadois, lui, il va se remarier avec une autre femme. Son mariage est annulé. Donc il peut se remarier légitimement à une autre femme. Il va avoir 14 enfants. C'est pas si mal là, pour une envoûtée supposément impuissante. Et puis la chère petite Marie, elle, va se remarier de son côté aussi. Elle va avoir 11 enfants. Eh oui. Et comme ça, ben, la réputation est lavée par la nombreuse progéniture engendrée d'un côté puis de l'autre.